Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente d'être avec vous ce matin. Je suis Claire Toury, je préside le mouvement associatif et j'ai l'immense responsabilité d'animer cette table ronde. Et je suis accompagnée de personnes très inspirantes. Philippe Descola, vous êtes anthropologue et vous nous avez fait l'amitié d'être présent avec nous ce matin. Tarek Daher, délégué général d'Emmaüs France, et Najat Vallaud-Belkacem qui a plein de casquettes mais qui est notamment présidente de France Terre d'Asile. Cynthia Fleury n'est pas là finalement. Elle a eu un contretemps, mais on va faire sans elle et on va faire au mieux. Donc comme hier, c'est le même principe qu'hier pour celles et ceux qui étaient là. On va d'abord interagir entre nous, enfin, chacun des intervenants prendra la parole quelques minutes, puis l'objectif c'est que vous ayez la parole le plus possible, et donc on a un temps assez conséquent qui est prévu, qui est sanctuarisé pour que vous puissiez poser vos questions, réagir, intervenir à propos de ce que vous allez entendre. Alors, pourquoi on est là ce matin ? On s'inscrit dans le cadre d'un grand forum, donc reprendre le pouvoir sur nos vies. Et l'objet de notre table ronde, c'est réveiller la démocratie. Et donc, en commençant à préparer cette table ronde, je me suis dit, mais est-ce qu'elle est vraiment endormie, la démocratie ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce qu'on peut dire que la démocratie est éteinte ? Parce que si on veut la réveiller, c'est ce que ça sous-entend. Et comment ? Ah, bon, bah, très bien. Bah, vous le direz après. Mais il me semble que si on se dit juste qu'elle est éteinte, voilà, ce qui est intéressant dans ces discussions, c'est de poser les ambivalences. Et il me semble que dans la question démocratique, on est dans une ambivalence qui est immense, puisque d'un côté, on est pris par tout un tas de crises, des crises majeures, des crises de confiance, ça a été dit dans les ateliers précédemment, un sentiment de ne pas être assez entendu, de ne pas être assez écouté, une distance très grande vis-à-vis des institutions, une participation à des élections de moins en moins importante, puis par ailleurs des forces obscures en France et au-delà qui prennent de plus en plus d'ampleur, un sentiment d'impuissance très préoccupant qui donne envie de s'endormir ou de partir en vacances. Ça, c'est vrai. Ça, c'est d'un côté. Puis d'un autre côté, on a une démocratie concrète, du quotidien, qui produit plein de choses. C'est la raison pour laquelle vous êtes là aussi ce matin. Un tissu associatif qui est extrêmement riche. 1,4 million d'associations en France, 20 millions de bénévoles. On a des gens qui s'engagent, des gens qui s'expriment, qui prennent la parole, des gens qui résistent aujourd'hui en 2025, mais depuis toujours, j'ai envie de dire. Et donc, une forme de puissance. Et donc, le défi, c'est de naviguer un peu dans cette ambivalence qui nous occupe beaucoup et de faire en sorte qu'on sorte de cette ambivalence, ou alors en tout cas qu'on compose avec elle pour embarquer le plus de monde possible du côté de la puissance plutôt que du côté de l'impuissance. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. Vaste défi. Et donc pour commencer, on va commencer avec toi Tarek, si tu veux bien. Toi, donc, tu as une expérience associative très grande, puisque voilà, tu es délégué général d'Emmaüs France depuis 2 ans maintenant, mais avant ça, tu as été à la tête des régies de quartier. Voilà, donc tu es un acteur de terrain avec une place privilégiée et un regard un peu privilégié sur ces dynamiques associatives. Et donc, du coup, de ton point de vue, est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce qu'on peut dire que cette démocratie, elle est éteinte ? Est-ce qu'elle a besoin d'être réveillée ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des sources d'espoir qui existent un petit peu partout ? Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cette invitation. Alors en effet, je vais essayer d'aborder la question sous l'angle du mouvement associatif, d'un réseau associatif et donc de ce qu'on y observe. Et donc peut-être d'abord se poser la question de, quand on parle de réveiller la démocratie ou d'essayer de poser un diagnostic, qu'est-ce qu'on regarde ? Je crois que c'est M. Rosanvallon qui avait parlé de cette transformation de l'implication citoyenne et donc de ces différentes modalités. Et c'est vrai que, pour rebondir sur ce que disait Claire, on peut faire citoyenneté de plein de manières. On peut faire citoyenneté et démocratie ailleurs que dans les urnes. Et donc, c'est important d'avoir une attention particulière aux pratiques du quotidien. Voilà, et à tous ces petits espaces où on peut trouver aussi des logiques de combat démocratique et de combat de transformation. Tout ça, avoir ce regard-là, c'est aussi être assez cohérent par rapport à tout ce qu'a été le mouvement associationniste quand il s'est créé, c'est-à-dire quand même un espace qui était un espace de rencontre avec la démocratie locale, et un espace qui se voulait être qui assumait une volonté transformatrice. Voilà, le mouvement associatif, il a toujours eu recours à l'expérience sociale pour essayer de faire infléchir des politiques publiques. Bon. Et donc si on regarde ces espaces-là, c'était la première question, qu'est-ce qu'on y voit ? Voilà.
Et donc, pour être court, mais pour essayer d'être assez concret, est-ce que nous, on observe qu'il y a un infléchissement de ces mobilisations-là, locales, de proximité, spontanées, citoyennes et en fait, nous, ce n'est pas ce qu'on observe. Alors bien sûr, on peut parler longtemps de l'évolution des formes de mobilisation, des formes d'engagement, des formes de bénévolat, mais pour autant, on voit beaucoup d'espaces, beaucoup de lieux, beaucoup de créations. Et en fait, ce qui est important, à mon avis, c'est que, et c'est ça que je vais essayer d'expliciter, ou en tout cas d'illustrer, c'est qu'on le voit sur des questions extraordinairement exigeantes. Voilà. On n'est pas sur des petits sujets, voilà, sur des petites problématiques. Les citoyens et les citoyennes se saisissent de sujets très compliqué, et souvent en se disant que la bonne porte et la bonne échelle, ce sera l'échelle du local, l'échelle de la co-construction de proximité. Et donc c'est ça qui est intéressant. Alors pour prendre quelques sujets, qui sont des sujets de politique publique difficiles, on peut les prendre et regarder ce que la citoyenneté et ce que la démocratie locale a essayé de porter. Claire l'a évoqué, j'ai dirigé pendant de nombreuses années le réseau des régies de quartier. Les régies de quartier, c'est quoi? C'est né dans les années 70 de la volonté d'habitants de quartiers populaires qui voulaient reprendre en main la gestion de leur quartier. Disant, personne ne s'intéresse à nous, en fait, et finalement, est-ce que ce n'est pas à nous de se dire qu'il faut qu'on gère le quartier, qu'il faut qu'on l'opère en termes de gestion urbaine de proximité? C'est à nous de dire quels sont les services qui nous manquent et comment est-ce qu'on va les créer. Et tout ça, c'est un peu de la construction à la française de ce que les Américains appellent le community organizing, c'est-à-dire, voilà, ce sont des communautés d'habitants qui s'autogèrent. Et bien ça, ce sont des démarches citoyennes de proximité. Aujourd'hui, des régies de quartier, en France, il y en a 130. Ça couvre plus de 300 quartiers populaires. C'est plus de 10 000 personnes qui y sont impliquées. Ben, tout ça, c'est né de ces petits espaces. Et avec en plus la spécificité que les régies de quartier, elles essayent de construire de la démocratie locale. Une régie de quartier, c'est de la cogestion. C'est qu'on met autour de la table des habitants, des élus et des bailleurs sociaux, donc les acteurs fondamentaux d'une vie de quartier populaire, et on essaye ensemble de construire des solutions. Et donc ça, on est dans quelque chose d'assez concret sur une problématique qui est celle de la politique de la ville, qui est loin d'être simple et qui est encore source de questionnement et de complexité à l'échelle du pays. Un autre sujet très complexe, celui de la situation des personnes sortant de prison. C'est le mouvement Emmaüs, depuis longtemps, il est engagé sur cette question-là. On accueille énormément de travaux d'intérêt généraux, de personnes sous main de justice, etc. Vous savez que le mouvement, il a été beaucoup fondé par d'anciens bagnards, d'anciens prisonniers sortis de prison. Bon. Donc il y a toujours eu cette filiation avec le monde carcéral. Et en fait, nous a rejoint il y a une vingtaine d'années un projet associatif qui est né seul, qui est né d'habitantes et d'habitants à Moyambry. Et à Moyambry, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait une personne, un militant qui était très choqué par les conditions de détention des personnes, et notamment par le manque d'accompagnement qu'il y avait à la sortie. Et donc, il a sollicité localement l'administration pénitentiaire, le ministère du Travail, les départements, et il a créé une ferme en proposant à l'administration pénitentiaire que des personnes, sur leurs 6 derniers mois ou leur dernière année de prison, ils la fassent en placement extérieur, dans une ferme, avec de l'insertion sur des métiers agricoles. Donc c'est une ferme pour personnes sous main de justice à Moyambry. C'est une initiative citoyenne qui justement a voulu grandir et s'est adossée à un réseau comme le nôtre en disant « nous on va finir par partir et il faudrait que ça perdure et qu'en plus ça essaime. Aujourd'hui on en a 5, on espère en avoir 10 à horizon 5 ans. Tout ça, ce sont des dynamiques locales. On pourrait évoquer aussi, pour terminer vite, la question du chômage. Vous savez que vous connaissez sans doute Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est un processus ascendant de terrain. Ce sont les chômeurs de longue durée d'un territoire qui essayent de proposer au pouvoir public et aux élus locaux des actions sur lesquelles ils pourraient être salariés en CDI et créer de la richesse locale. On pourrait aussi évoquer, je crois que Mme Vallaud-Belkacem reviendra particulièrement là-dessus, la question des réfugiés, qui est une question qui n'est absolument pas traitée, sauf sous l'angle pénal ou sécuritaire par les pouvoirs publics. Chez nous, les initiatives, elles sont extraordinairement nombreuses. On a une association, c'est des gens qui se sont réunis à Briançon pour essayer de proposer un accueil pour les personnes qui arrivent sur des parcours courts d'exil. Ce sont 4000 personnes qui sont accueillies chaque année pendant 48 heures dans ce lieu-là pour reprendre des forces et reprendre souffle.
C'est des communautés agricoles qui se créent à La Roya ou à Tarnac en disant on a là aussi des réfugiés dont personne ne fait rien. Est-ce que c'est pas à nous de créer des petits espaces de vie et d'accueil? Et on a, et je terminerai là-dessus comme dernier exemple, quelque chose qui vient nous percuter aussi. C'est une ferme qui s'est créée dans la banlieue de Grenoble, qui s'appelle Terreaux Locaux, avec pour projet d'accueillir et de mettre sur des métiers agricoles des réfugiés, pour le coup en situation régulière, qui venaient d'obtenir des papiers et de les accompagner dans un parcours d'insertion. C'est un monde rural, c'est un monde souvent plein de préjugés sur les personnes réfugiées. Et la directrice est une assez grosse militante. Elle disait, moi, mon enjeu, c'était d'installer une image positive de ces personnes-là dans notre environnement local et dans notre espace de vie. Ça marche très bien, ils sont sur le marché, ils ont un stand, ils font un festival, etc. Ça fait 5 ans qu'ils sont là, donc c'est totalement accepté et totalement intégré à la vie locale. Et pour autant, le Rassemblement national a pris 15 points entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024. Et ça déprime profondément la directrice. Oui, merci Tarek. Je vais donner la parole à Philippe Descola, mais peut-être juste un mot, Tarek, avant de poser ma question à Philippe. En gros, ce que tu dis, c'est que on peut construire des solutions à partir du réel et qu'il y a une forme de démocratie du quotidien très concrète qui existe un peu partout, que ça marche, que c'est hyper puissant. Ça, c'est ce que tu dis en substance. Et la question que je te pose, mais que je me pose un peu tous les jours et qu'on a un certain nombre à se poser, c'est pourquoi on ne le sait pas ? Pourquoi on ne le dit pas davantage? Pourquoi est-ce que finalement, on n'arrive pas à donner plus de voix à cette démocratie du quotidien qui est source d'une immense puissance et aussi d'une immense fierté? Alors, si j'avais eu plus de temps, ça aurait été ma fin. De quelle place est-ce qu'on donne finalement dans notre société à toutes ces initiatives et à tous ces combats du quotidien? C'est une question qu'on s'est posée au Pacte du pouvoir de vivre. Comment est-ce que, et encore, on a passé une journée à essayer de travailler dessus, comment est-ce que la société civile, elle est un peu plus audible? Elle est un peu plus audible et visible médiatiquement, mais aussi institutionnellement. Et c'est sans doute ces deux portes d'entrée où il y a des blocages. Alors, on ne va pas revenir sur le paysage médiatique que vous connaissez, mais c'est vrai qu'il s'intéresse assez peu à tout ça. Ça dépend, les sujets n'intéressent pas, ou les sujets sont sur des angles qui n'intéressent pas. Je le sais parce que quand on travaille sur les quartiers populaires, en fait, tout le monde s'en fout. Voilà. Sauf si vous avez une émeute, un attentat ou je ne sais quoi, à ce moment-là, en effet, on vous appelle, on vous harcèle. Le reste du temps, pas du tout. On avait essayé de vendre à France Télévisions une petite pastille, une fois par semaine, aller dans un quartier populaire et montrer une initiative d'habitants qui fonctionne. Alors, plein de promesses, et évidemment, ça n'a jamais atterri. Sur les réfugiés, on est un peu sur la même logique, où on est plutôt les médias vont plutôt dans la logique un peu dominante. Et donc on a un problème médiatique, un problème institutionnel aussi. Elle est où la place de la société civile dans la construction de la loi? Voilà. C'est quelque chose qu'on s'est posé. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de renforcer ces mécanismes-là? Bien sûr, il y a le Conseil économique et social, bien sûr, il y a des auditions par les parlementaires, mais finalement tout ça, ça sert à quoi? Et est-ce que c'est visible de la part des citoyennes et des citoyens? Est-ce que ce ne serait pas aussi leur offrir une place que d'essayer de donner cet espace-là dans la construction de la loi pour la société civile et pour toutes ces initiatives-là? Et on peut même rajouter, pour terminer sur un truc un peu négatif malheureusement, en plus, on est plutôt dans un moment où ces mouvements-là sont assez empêchés, où on sent qu'il y a plein de risques politiques sur ces initiatives-là, où on sent qu'il y a peut-être un peu à la fois de reprise en main par le pouvoir de certains projets solidaires, et donc un peu d'autocensure aussi. Nous, les personnes qui chez nous travaillent sur la question des réfugiés, elles ne veulent pas qu'on en parle trop. Elles ont peur que justement, en rentrant dans le viseur médiatique, en fait, on réveille quelque chose chez Bruno Retailleau et que du coup, il s'intéresse à tout ça. Pardon, mais c'est un vrai sujet en fait. Est-ce qu'on n'est pas plus efficace sous les radars parce qu'au moins on réussit à faire notre utopie du quotidien, on réussit à la porter et que la mise en visibilité, elle pourrait aussi être un double tranchant. Merci. Là, on va peut-être après sur la question des débouchés politiques et puis sur la question de démocratie qui va en partie bien, mais qui subit aussi des attaques, et notamment du point de vue des libertés publiques, mais on y reviendra peut-être après. Philippe Descola, je le disais, vous êtes anthropologue, donc vous avez observé beaucoup de choses, des modes de vie, des modes d'organisation, des manières de faire qui sont assez différentes, et quand on préparait cette table ronde, vous disiez que finalement, vous aviez de l'espoir, parce que vous aviez vu d'autres organisations, d'autres modes de vie, encore une fois, et que peut-être qu'il était possible de fonctionner autrement, parce que dans le fait de réveiller la démocratie, il y a aussi imaginer des alternatives, des fonctionnements qui sont différents. On a toujours tendance à penser que la démocratie, c'est quelque chose comme ça,
On ne pense pas qu'il y a d'autres manières de faire qui sont possibles, et pourtant ça existe, ici mais aussi ailleurs. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus? Volontiers. Oui, je regarde la démocratie contemporaine avec le regard éloigné de l'anthropologue qui est familier des collectifs que j'appelle extra-modernes, à la fois par expérience personnelle et aussi par mes lectures. Et l'une des choses qui, ce regard éloigné, il a un avantage, c'est qu'il permet de mettre en évidence de façon très très nette toutes les tares, les iniquités, les inégalités du monde contemporain, par contraste, au fond, avec l'expérience de vie que de nombreux collectifs extramodernes ont fabriqué au fil du temps, et que c'est notre métier d'étudier. Je prendrai pour cela une citation d'un chaman Yanomami, David Kopenawa, qui a écrit un très beau livre, coécrit avec Bruce Albert, un collègue anthropologue, qui s'appelle La chute du ciel, et dans lequel il dit « Le monde des Blancs, c'est le monde de la marchandise ». Alors on dirait que ce n'est pas très original, Marx avait dit ça au XIXe siècle déjà, mais c'est original parce que David Kopenawa le dit par contraste avec son monde à lui, dans lequel la marchandise n'existe pas. Et ça nous permet de prendre la mesure des circonstances dans lesquelles un monde de la marchandise a pu advenir. Ce monde de la marchandise, c'est-à-dire le capitalisme industriel et post-industriel, il est né d'une révolution anthropologique qui nous paraît aller de soi, mais qui en fait est tout à fait bizarre au regard d'autres façons de vivre la condition humaine, que j'ai appelé le naturalisme, et qui s'est mis en place au XVIIe siècle, et qui a consisté au fond à extraire les humains du monde des non-humains, du cosmos en quelque sorte, et à transformer les non-humains en marchandises précisément. Et il y a un double processus qui s'est produit à ce moment-là, qui s'est développé avec le colonialisme bien sûr et avec le capitalisme un peu plus tard, qui a été de transformer et les humains et les autres qu'humains en marchandises, chose que effectivement peut paraître extrêmement bizarre aux yeux d'un Amérindien Yanomami du Brésil. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? La conséquence, c'est que si on veut sortir de l'état de dévastation de la planète dans lequel nous sommes et des formes extrêmement inégalitaires que le capitalisme a engendrées, il faut pouvoir sortir aussi de cette ontologie que j'ai appelée naturaliste, ce type de mobilier du monde dans lequel on sépare les humains des autres qu'humains. Et une façon de le faire, c'est de revenir au fond sur ce qui s'est passé entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est-à-dire de considérer les autres qu'humains comme des objets, comme des choses, et donc, in fine, comme des ressources dont les humains pouvaient tirer parti pour améliorer leurs conditions d'existence, avec ce corrélat que Pierre Charbonnier a mis en évidence, à savoir que le désir d'émancipation qui s'est manifesté avec la philosophie des Lumières était couplé avec l'intensification de l'exploitation des non-humains, c'est-à-dire le désir d'abondance que nous appelons maintenant la croissance, c'est-à-dire la volonté de développer le bien-être pour tous. Émancipation et bien-être sont devenus deux objectifs couplés dont on voit bien qu'ils posent problème à l'heure actuelle dans la mesure où l'augmentation infinie des richesses, même si ces richesses sont très mal réparties, n'est plus possible dans un monde dont les ressources sont finies. Et donc d'autres façons d'imaginer des cosmopolitiques, c'est-à-dire des façons de faire cohabiter les humains et les autres qu'humains dans des systèmes où il n'y aurait plus d'un côté le régime des objets, le droit de la propriété, de l'autre côté le régime des personnes avec des inégalités que l'on connaît bien entre ces personnes, est indispensable dans la mesure où ce qu'on appelle de plus en plus l'anthropocène, que je préfère appeler le capitalocène, c'est-à-dire ce moment de l'histoire de l'humanité dans lequel
l'action humaine, l'action d'un système socio-économique qui est le capitalisme a profondément bouleversé le fonctionnement du système de la Terre, cette situation nouvelle dans laquelle il est devenu difficile de séparer les phénomènes sociaux des phénomènes naturels exige au fond de repenser ce qui a été le legs de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire précisément la séparation entre l'exploitation des ressources et puis le libéralisme politique qui a donné naissance aux démocraties modernes, et d'inventer des nouvelles formes de cohabitation entre humains et autres qu'humains. Et pour cela, eh bien, il n'y a pas de modèle absolu, mais la considération de ce que les cosmopolitiques extramodernes nous enseignent constitue un remarquable tremplin intellectuel pour essayer d'inventer des nouvelles formes collectives. Et surtout dans la situation présente, dans laquelle ces collectifs se trouvent face précisément aux formes les plus tyranniques et dévastatrices du capitalisme, par l'industrie extractive, par le développement, je pense aux exemples que je connais le mieux, c'est-à-dire à l'Amazonie, par le développement des grandes exploitations agricoles, de palmipèdes ou de soja, et qui donc se trouvent obligés à reformuler des conceptions traditionnelles du territoire de façon à ce qu'elles deviennent des instruments politiques pour lutter contre l'exploitation à laquelle ces collectifs sont soumis. Je vous donne juste un exemple. Il y a quelques années, lors de la COP 21, une communauté amérindienne de la Haute-Amazonie équatorienne est venue à Paris pour demander la reconnaissance légale de son territoire. Et l'argumentation que les membres de cette communauté ont utilisée était très intéressante parce qu'ils ne demandaient pas la reconnaissance pour des raisons d'autochtonie, en disant on a toujours été là, cette terre est à nous, c'est la terre de nos ancêtres, etc. Ils demandaient même pas vraiment la reconnaissance de ce territoire parce qu'il était soumis à des pressions, ce qui était effectivement le cas de sociétés pétrolières qui avaient commencé des prospections autour. Non, ils ont demandé la reconnaissance de ce territoire parce qu'il était le berceau ou le terreau d'accueil de relations tout à fait singulières entre humains et autres qu'humains qu'il fallait préserver. Donc la préservation du territoire, c'était la préservation d'une relation qui était rendue possible sur ce territoire même. Et ça, c'est une forme de revendication très originale, très nouvelle par rapport à la conception westphalienne qu'on se fait des droits territoriaux et de la souveraineté, au fond, sur un territoire, sur un État, etc. Et donc, ce genre d'initiative me paraît extrêmement intéressant pour concevoir des nouvelles façons de nous rapporter à la fois à la Terre, et entre humains et aux autres qu'humains, qui sont aussi mises en œuvre de façon intéressante à quelques dizaines de kilomètres d'ici, à Notre-Dame-des-Landes par exemple, des jeunes gens et des jeunes filles, des jeunes femmes se sont attachés à un territoire vis-à-vis duquel il et elle éprouvent un profond sentiment d'identification. C'est un milieu de vie, c'est les êtres qui composent ce territoire aussi, qui sont devenus des êtres familiers, et ils conçoivent ce rapport au territoire un peu à la manière de ce que l'on peut observer dans des collectifs extramodernes, c'est-à-dire comme un lieu qui les accueille, non pas qu'ils s'approprient, puisque au contraire il s'agissait de le protéger contre l'appropriation par l'État et la transformation en un grand aménagement qui était commencé un aéroport, mais il s'agit au fond pour eux d'inverser la relation d'appropriation en revenant d'ailleurs à une thématique caractéristique qui est celle
de la philosophie politique aussi du XVIIIe siècle, notamment je pense à Kant, au projet de paix perpétuelle, cette notion d'hospitalité. Sauf que là, ce n'est pas l'idée de l'hospitalité qui est accordée par exemple aux migrants ou aux personnes en difficulté, etc., mais c'est l'idée que le territoire offre une hospitalité. Et en conséquent, de ce point de vue, on est redevable au territoire de l'hospitalité qu'il nous offre. Donc il y a des expériences de toutes sortes qui, en effet, se passent aux marges de notre collectif, mais qui, néanmoins, me paraissent pouvoir gagner droit de cité parce que ces expériences, et c'est au fond le but de ce colloque, ces expériences proposent des façons différentes de conceptualiser les rapports entre humains et autres qu'humains. Et de ce point de vue-là, la philosophie politique a besoin de faire un énorme effort de reconceptualisation pour essayer d'échapper à des catégories qui sont celles qui sont nées avec la philosophie des Lumières, à travers des concepts qui sont caractéristiques d'une certaine trajectoire historique et qui, de ce fait, sont très eurocentrés. Le concept de nature, le concept même de société, le concept d'histoire, bien sûr, d'économie, dont Karl Polanyi, le grand historien d'économie, a montré que c'était l'économie avait été inventée à la fin du XVIIIe siècle en désencastrant des phénomènes de production, de consommation, de circulation, du tissu social au sein duquel ces phénomènes étaient intégrés. Et donc, je suis plein d'espoir, je ne sais pas, je suis comme nous tous partagé par moments entre le désespoir le plus noir et puis à quelques moments, heureusement, j'ai des motifs d'espoir. Mais en tout cas, je vois, on dit beaucoup, les idées progressistes ont perdu la guerre culturelle, la fameuse guerre culturelle de Gramsci. Je ne crois pas. Je crois au contraire que la brutalité de la réaction de l'internationale conservatrice et réactionnaire, dont évidemment l'administration Trump est particulièrement exemplaire, manifeste au contraire le fait que les forces qui s'opposent aux transformations ont très bien vu là où il fallait frapper. Et donc, de ce point de vue-là, ont identifié leur ennemi. Et de la même façon dont ils ont identifié leur ennemi, nous savions déjà quel était notre ennemi, mais nous avons été reconnus comme des ennemis. Et ça, c'est important, puisque ça veut dire que les choses sont claires maintenant. On sait de part et d'autre qui est l'ennemi. Donc, c'est quand même un grand pas accompli. Merci. Ce que vous dites en essayant de résumer de façon sans doute très imparfaite ce que vous venez de dire, mais c'est que d'une certaine façon, la démocratie, pour la réveiller, il faut aller au-delà d'un dialogue simple entre les individus, entre les humains, et qu'il faut se mettre toujours dans une posture d'humilité aussi par rapport à des situations de vulnérabilité, que ce soit des vulnérabilités de territoire, des vulnérabilités de situation, comme ça a été dit précédemment. Et puis par ailleurs, ce que vous dites, et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi, c'est ça y est, on a un ennemi qui est là, qui est très visible, et on voit les conséquences concrètes de ces décisions, en plus de nous rappeler que le politique a quand même du pouvoir, parfois, dans le mauvais sens du terme. Et donc du coup, face à ça, face à cet ennemi, à ces forces obscures qui sont plus simplement théoriques, mais qui sont bel et bien présentes et qui sont en responsabilité, alors qu'on pensait que c'était nos alliés, il y a tout un tas de choses qui se produisent, et à nous maintenant de faire en sorte que ces choses-là prennent beaucoup plus d'ampleur et de visibilité, et ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Tarek, on fait comment? Vous avez 2 minutes, parce qu'après je vais faire engueuler. Alors, je prends juste un exemple qui est celui de la diversité. Moi je pense que c'est une valeur normative fondamentale, la diversité, que ce soit la diversité des langues, des façons de vivre,
la diversité biologique aussi, un monde, l'accroissement de la diversité à la surface du monde et la lutte contre l'entropie, c'est-à-dire la disparition de cette diversité, est un objectif politique, hein, fondamental. Et je trouve presque rassurant de voir que l'une des premières mesures de l'administration Trump, précisément, a été d'abolir le programme de la diversité dans les entreprises et dans les administrations publiques. C'est-à-dire que Trump, avec une exactitude admirable, a identifié immédiatement ce qu'il fallait supprimer, et donc, par contraste, ce que nous devons soutenir. Donc, ça ne prend pas la forme d'un programme politique particulier, c'est une révolution mentale, en somme, et une invitation à essayer à la stimulation intellectuelle pour inventer des formes nouvelles de cohabitation. Je trouve, par exemple, alors il y a des réponses, quelques réponses institutionnelles qui ont surgi de ça, de là, que je trouve intéressantes. Une d'entre elles, par exemple, c'est le fait de donner une personnalité juridique à des milieux de vie. C'est quelque chose qui a l'air de... c'est pas de donner des droits à la nature, parce que la nature c'est une abstraction, c'est de donner des droits à des bassins versants, à des montagnes, à des lacs, etc. Pourquoi? Parce que ça inverse le processus d'appropriation traditionnel, au moyen desquels s'est développée l'accumulation primitive du capital et la disparition, le grignotage des communs depuis le début des éclosions, c'est-à-dire au fond les conditions d'émergence du capitalisme, au lieu de s'approprier des communs, développer l'idée que des milieux de vie, étant propriétaires eux-mêmes d'une certaine façon, sont en mesure, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accueillir les populations qu'elles portent, mais ces populations ont vis-à-vis de ces milieux de vie des devoirs. Et donc ça change la conceptualisation complètement du droit de propriété, par exemple. On ne peut plus opposer le droit de propriété d'un individu ou d'un collectif humain au fonctionnement d'un écosystème. Ça change complètement le rapport que nous avons à la protection des milieux sensibles, sur lesquels, effectivement, il y a un contrôle de l'État, et donc le rôle de la collectivité publique, c'est de les protéger contre la dégradation. Là, ce n'est plus l'État qui se substitue au milieu sensible, c'est le milieu sensible lui-même qui devient l'acteur, évidemment, comme il ne peut pas parler, il est représenté par des gardiens, des avocats, des porte-paroles. Donc des phénomènes de ce type-là induisent des petits décalages qui me paraissent extrêmement intéressants et dans lesquels précisément des mouvements associatifs peuvent s'engager, se sont engagés. D'ailleurs, je rappelle que pour cette question particulière de donner des personnalités juridiques à des milieux de vie, ce sont des populations autochtones qui, la plupart du temps, occupaient ces milieux de vie et ont réclamé et obtenu la personnalité juridique du milieu de vie qui les accueillait. Encore, on en revient toujours aux associations. Merci Philippe Descola. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, donc je le disais, vous êtes présidente de France Terre d'Asile, entre autres, hein, et je vais tout tutoyer, puisqu'on se tutoie par ailleurs, je sais pas, je switch. Tu as coécrit récemment un livre avec Benjamin Michalet qui s'intitule Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas, un titre un petit peu provocateur, et je crois que c'était à dessein. Et puis quand on a discuté, ce que je trouvais intéressant dans la perspective de cette table ronde, c'était peut-être d'inverser un peu la logique et d'inverser un peu la manière de lire les imaginaires et les stéréotypes, et de se rappeler que les citoyens ont aussi finalement une responsabilité dans l'image, notamment qui est véhiculée des réfugiés, et donc d'une certaine façon reprendre le pouvoir sur nos vies, parce que c'est le titre de ce forum, c'est aussi reprendre la parole, dire les choses un peu autrement, poser des limites, réinventer et transformer les imaginaires pour raconter une autre histoire
notamment de l'accueil. Donc ça, je voudrais bien t'entendre là-dessus si tu veux bien. Puis après, on pourra peut-être échanger sur les atteintes répétées aux libertés publiques, aux libertés associatives, notamment aux associations qui agissent pour l'accueil des réfugiés. Merci beaucoup. Oui, j'espère que ça ne passera pas pour de la trop grande promiscuité si on se tutoie avec Claire. Ravie d'être là. Merci beaucoup pour toute l'organisation autour de ce forum. Et en plus, j'adore le titre. Honnêtement, reprendre le pouvoir sur nos vies, parce que je trouve qu'il brasse aussi bien des questions collectives que des questions personnelles. On ressent tous le besoin de reprendre le pouvoir sur nos vies personnelles aussi. Donc ça me parle beaucoup, et pour le clin d'œil, Claire, sache qu'au moment où on écrit le livre sur les réfugiés, on hésite sur le titre. Et notre première intuition, c'était quelque chose comme reprendre le pouvoir, mais bon, après, le problème, c'est que ces mots sont tellement connotés maintenant qu'on a décidé de la jouer plutôt complotiste, ce qu'on ne nous dit pas. Voilà. Peut-être, avant d'en venir à cette thématique précisément, moi, je veux quand même rester un instant sur la question réveiller la démocratie. Alors, comme j'ai été imprégnée dans mon enfance de la lecture de plein de contes de fées, je me suis dit, est-ce qu'elle aurait besoin genre d'un prince charmant qui, d'un baiser, pourrait la réveiller? Bon, évidemment, ça ne marche pas, mais l'image est intéressante parce que c'est aussi dire l'homme providentiel, la femme providentielle, etc. C'est pas du tout ça le sujet. En fait, réveiller la démocratie, ça nécessite, à mon sens, de diagnostiquer sérieusement ce qui est à l'œuvre en ce moment. D'abord, de quoi on parle? Moi, il me semble que, pour paraphraser la façon dont on disait il n'est de richesse que d'hommes, je dirais qu'il n'est de démocratie que de citoyens en fait. C'est bien d'avoir des institutions, des textes, etc., des constitutions, mais la réalité c'est que si les citoyens à un moment donné perdent le goût de se saisir de cette valeur et de cette organisation fondamentale, eh bien elle devient totalement vulnérable. Et donc du coup c'est du côté des citoyens qu'il faut aller voir ce qui se passe aujourd'hui. Alors de quoi souffrent ces citoyens dans leur rapport à la démocratie? Tout le monde a en tête qu'ils souffrent de manipulation, d'instrumentalisation. Enfin, vraiment, les exemples sont légion de ce qui se passe. Et pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous invite par exemple à retrouver dans un récent numéro du Monde le descriptif précis de tous les médias de la fachosphère qui occupent notre univers quotidien aujourd'hui et on ne s'en rend même plus compte. Mais des gens comme ça, des polémistes, des éditorialistes qui apparaissent tous les 4 matins, dont on fait des stars du jour au lendemain et qui désormais dessinent notre cadre de pensée et de référence sur beaucoup de sujets. Et tout ça est évidemment tiré, les ficelles sont tirées et on sait qui sont les auteurs. Et donc la manipulation, elle est à l'œuvre de façon absolument évidente. Les citoyens souffrent de ça, dans le sens où ils tombent dans un certain nombre de panneaux, parce que malgré tout, même quand on essaye de s'en préserver, ce type de discours à longueur de journée sur tous les sujets, notamment les migrants, mais pas que, ça installe des biais cognitifs dans l'opinion publique, tout simplement. Et ça change les perceptions. Sinon, il n'y aurait pas des gens qui s'achèteraient de la pub si ce qu'on voyait à la télévision n'avait aucun impact sur nous, sur nos cerveaux. Il n'y a pas des gens qui dépenseraient des millions pour acheter de la pub. Donc évidemment, la grande manipulation, elle est à l'œuvre. Mais moi, ce que je voudrais développer un peu plus et que je trouve qu'on entend un peu moins, même si c'est peut-être un peu provocateur, c'est que nous souffrons collectivement, je me mets dedans, nous autres citoyens, aussi d'une forme de paresse intellectuelle. D'une forme de paresse intellectuelle qui, malheureusement, s'est installée en nous à la trop grande fréquentation du numérique. Il faut vraiment comprendre qu'à un moment donné, le temps qu'on passe, et je ne parle pas que des mineurs, j'adore quand on évoque le numérique, généralement on s'en tient qu'aux mineurs, les plus jeunes, etc. Pourquoi? Parce que nous, les adultes, on n'en souffre pas sérieusement. Le temps qu'on passe sur le numérique, évidemment les réseaux sociaux, tout ce qu'on sait déjà au sujet des réseaux sociaux, l'effet de bulle, l'effet de viralité, de ce qui est le plus trash, etc., mais pas seulement les réseaux sociaux. Amazon pour faire vos achats en ligne, Netflix pour regarder je ne sais quelle série. Regardez comment les algorithmes sur ces 3 types d'outils que je viens de donner en exemple fonctionnent et ce qu'ils installent comme normes dans votre cerveau et dans votre façon de réagir. Ils installent en nous un besoin de dopamine régulier. Oh, il faut que ça bouge, il faut qu'il se passe des trucs très vite, sinon on s'ennuie. Ils installent en nous une impatience de fou. Comment ça? J'ai commandé un truc en ligne là, chez Amazon et ça arrive seulement dans 3 jours, mais c'est pas possible.
Et ils installent en nous, évidemment, le caractère insupportable de la contradiction. Oh, j'étais bien quand même dans ma bulle avec que des gens qui pensent comme moi, etc. Alors du coup, les autres, pour moi, vraiment, c'est de l'ultra-polarisation. Ils sont tellement loin de moi, c'est même pas la peine que je fasse un bout de chemin pour rencontrer ou converger. Toutes ces façons de fonctionner qu'a désormais notre cerveau durant les innombrables heures qu'il passe sur le numérique, il les transpose dans notre vie de citoyen, dans le monde réel, à l'égard de la démocratie. C'est quand même frappant de voir à quel point la plupart des citoyens, honnêtement, se lassent comme ça, comme d'un Kleenex de n'importe quelle personnalité politique. C'est pas juste que un certain nombre d'entre eux sont de fait médiocres. Mais non, ça dépasse, honnêtement. Non. Il y a une lassitude exagérée, il y a eu un besoin, encore une fois, que ça pulse, que ça se batte, qu'il y ait du clash, qu'il y ait du buzz, et en même temps, du coup, une insatisfaction profonde des citoyens, parce qu'il y a un moment où on se dit, ben oui, mais du coup, ça a résolu quel problème structurellement, à quel moment ça n'a pas fait progresser, etc. Mais tout ça, si vous voulez, c'est la nouvelle normalité, le new normal, comme diraient certains, qui s'est installé en nous. Cette paresse numérique, intellectuelle, qui est désormais ce qui caractérise malheureusement notre rapport aussi à la démocratie. Et j'y ajouterai un dernier point qui évidemment importe dans les sujets que pareil pour moi on peut gérer au quotidien, qui est que cette trop grande fréquentation et scroll permanent, ça contribue quand même au recul de l'empathie, que vous le vouliez ou pas. Lorsque vous passez en permanence de sourire, peine, ah, un enfant affamé à Gaza, ah, mais il y a un petit chaton qui est quand même trop mignon, vous croyez vraiment que ça fait travailler votre capacité à vous focaliser, à vous concentrer sur les émotions, à ressentir, oui, de l'empathie à l'égard des autres? Bon, je crois que vous savez tout ça, donc je ne veux pas être trop longue, mais je pense que ce recul de l'empathie, évidemment, on le retrouve aussi dans la citoyenneté, dans la vie réelle, dans la démocratie, et dans le fait qu'un certain nombre de gens vont se laisser gagner, justement, par les manipulations des manipulateurs, sur le mode non, il y a trop de demandeurs d'asile, renvoyons-les à la mer, après tout, voilà, c'est ça. Donc il faut sortir de ça. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole, je le redis, le jour où on reviendra aux responsabilités, j'espère que c'est bientôt, régulation du numérique absolue. Je veux dire, le virage numérique, c'est ce qui nous a tués, on ne l'a pas pensé, on est les principales victimes, je ne vous parle même pas de nos enfants, ne croyez pas que ça va s'arrêter tout seul. Enfin, je veux dire, je suis même étonnée qu'on n'ait pas encore, mais c'est évidemment ce qui sera inventé demain, inventer la possibilité de, tout en regardant votre série sur Netflix, de faire pause et puis de commander en direct le vêtement du personnage principal qui nous plaît. Hein, c'est une bonne idée, hein. Bon, bref. Et donc de vous maintenir encore plus longtemps sur tout ça. Bon, donc il faut absolument une énorme régulation qui n'a pas été pensée jusqu'au bout, à ma connaissance pour le moment, du numérique, y compris pour nous redonner de la bande passante, pour être des citoyens, j'allais dire, équilibrés. Voilà. La deuxième chose que m'ont inspiré mes camarades, c'est en fait, malgré tout, il existe évidemment des citoyens qui continuent d'être extrêmement engagés, enfin, vous l'avez tous dit, et alors Dieu sait si j'en vois, moi, dans les fonctions qui sont les miennes. Moi, ce que je remarque, c'est que tous ces citoyens hospitaliers, solidaires, qui accueillent, qui aident, on en raconte pas mal d'ailleurs dans le livre que vous avez cité, quand est-ce qu'ils sont racontés, ces gens? En fait, il arrive qu'ils soient racontés par la PQR, par la presse quotidienne régionale, comme, je sais pas, Calais, Mamie Charge, vous savez, cette dame, je ne sais pas si vous avez déjà vu passer son histoire, qui ouvre son salon pour que les demandeurs d'asile viennent charger régulièrement leur téléphone portable dont ils ont tellement besoin, et qui leur offre du café. Mais c'est chez elle, et elle le fait vraiment toute la journée. Bon, alors, il va y avoir un entrefilet dans la PQR. Et la question, c'est qu'à un moment donné, ça ne fait pas système, les récits comme ça de PQR. Qui se saisit, qui va faire la recension de tous ces récits pour en faire système, comme pour le coup, l'extrême droite et la droite dite républicaine, qui l'a trop souvent rejointe malheureusement sur ses positions, le fait avec l'inverse. Lorsqu'elle va faire la recension, par exemple, au hasard,
des crimes ou délits commis par des demandeurs d'asile ou des réfugiés, et qu'elle va en faire système parce qu'elle ne va raconter que ça, elle ne va parler que de ça. Et au bout d'un moment, le récit s'impose. Et donc aujourd'hui, je trouve qu'il manque une espèce de caisse de résonance qui, à mon avis, passe notamment par la partie politique, hein, même si d'autres structures peuvent jouer le jeu, mais les partis politiques, en fait, sur la question migratoire, par exemple, ils ne sont que sur les partis politiques humanistes, de gauche notamment, ils ne sont que sur la défensive. Ils attendent toujours que le coup porté en face ait été tellement loin, tellement exagéré, etc., pour monter au filet. Mais à un moment donné, en fait, leur responsabilité, et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on essaye de faire passer comme message, c'est pas du tout attendre ça, c'est de construire véritablement le contre-récit, d'aller s'inspirer justement des formidables démarches des citoyens, de les raconter, d'en faire système et de les imposer eux-mêmes dans la presse notamment. En fait, si je devais faire une analogie, pour moi c'est un petit peu comme ce qui s'est passé avec le changement climatique. D'une certaine façon, au début, ce sont plutôt des citoyens, aidés ensuite ou accompagnés de chercheurs qui se sont saisis du sujet, qui l'ont fait émerger de plus en plus, et qui ont fini par imposer aux partis politiques de prendre en compte leurs préférences en la matière et de mettre à l'agenda politique, même si c'est pas parfait, etc., mais ce sujet. Et ça a pris beaucoup de temps, c'est vrai, mais il y a un moment où on se rend compte qu'il y a du pouvoir citoyen dès lors qu'on en a conscience et dès lors qu'on comprend qu'on a besoin de la caisse de résonance politique. Donc que c'est un vrai segment de travail à faire, que c'est pas à prendre à la légère cette partie-là. Tu veux m'interrompre là, je vois. Je peux juste te poser une question, pardon, mais parce que en fait, je pense qu'il y a la question de l'impuissance que le politique a aussi intégré lui-même. Je ne sais pas si, d'une certaine façon, c'est comme si on avait toutes et tous intégré, on avait toutes et tous intégré le fait que le politique ou la politique ne servait à rien, mais que le politique lui-même avait en partie un peu intégré qu'il avait des difficultés tellement grandes à traduire de façon concrète les besoins des uns et des autres. Et du coup, je fais une digression rapide, mais j'ai noté avant de venir, vous vous rappelez de ce film, L'exercice de l'État, avec Michel Blanc. Et il y a cette scène qui est incroyable entre Michel Blanc et Didier Besace à un moment où Didier Besace lui dit « je vais partir pour le privé ». Donc là, il s'engueule un peu, Michel Blanc, et il dit, je cite, « l'État est devenu une misère. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de puissance. Il nous reste du pouvoir, mais c'est quoi le pouvoir? Sans la puissance d'agir, qu'est-ce que ça crée comme légitimité? Je te pose la question parce qu'elle me hante. » Et je trouve que cette phrase, c'est hyper fort. Et nous, du côté du monde associatif, on se dit toujours, nous, on a vachement de puissance, mais on n'a aucun pouvoir. Donc la question, c'est comment on fait pour se rencontrer, pour faire se rencontrer une puissance certaine, avec pas mal d'impuissance quand même, et du pouvoir qui peuvent permettre d'entraîner des débouchés politiques à l'action associative, syndicale, mutualiste, etc. Et ça, je trouve que c'est compliqué. Donc, pardon, j'ai pas prévu de t'interroger là-dessus, mais tu m'as entendu. Non, mais moi, je ne crois pas du tout à l'impuissance de l'État, je ne crois pas du tout à l'impuissance du politique. Enfin, franchement, je te prends, allez, prenons le sujet des réfugiés, puisque c'est de ça que parle le livre. Très concrètement, demain, tu as un gouvernement qui décide de construire le nombre de places d'hébergement dont on a besoin, d'ailleurs de construire aussi le nombre de places de logement social dont on a besoin, parce que, évidemment, tout le monde aura bien compris que toute la chaîne du logement aujourd'hui est engorgée. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui ne le savent pas, une quarantaine d'associations dont nous faisons partie ont attaqué l'État en justice pour non-assistance à personnes mal logées, puisque en fait, de bout en bout de la chaîne, si vous voulez, il n'y a plus suffisamment de place. Donc du coup, concrètement, mettons, allez, on va prendre tout en bas de la chaîne, un demandeur d'asile. Normalement, il peut être hébergé au CADA, centre d'accueil de demandeurs d'asile. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de place. Donc, il est à la rue. Donc, des gens à la rue, ça crée au bout d'un moment des indésirables aux yeux de l'environnement qui les entoure. Ça crée potentiellement des poches, pas simplement de pauvreté, mais de délinquance. Voilà comment les problèmes se créent. En fait, la puissance publique crée ses propres problèmes. Et elle les crée au nom du fameux besoin de lutter contre un appel d'air qui tout documente qu'il n'existe pas. Dont tout documente qu'il n'existe pas. Et je continue juste mon récit là, et donc du coup ensuite, bon alors certains d'entre eux ont la chance, demandeurs d'asile malgré tout, de trouver des places en CADA, très bien. Le jour où, à peu près 18 mois plus tard, ils ont le statut de réfugié qui leur est reconnu lorsque ça arrive, donc à peu près une fois sur deux,
eh ben, ils sont légitimes à quitter ce lieu-là pour aller en logement social. Mais évidemment, il n'y a pas de place dans le logement social, quel dommage. Donc du coup, ben, ils restent en CADA, empêchant d'autres de pouvoir accéder à l'hébergement. Donc cette réalité-là, à un moment donné, elle est où l'impuissance politique? C'est quand même le politique qui l'a construite. Donc c'est le politique qui peut la défaire en se redonnant les moyens de construire des hébergements utiles. Est-ce que ça coûterait beaucoup plus cher que la réalité actuelle qui est faite, encore une fois, hein, de gens à la rue, de situations de santé mentale qui se détériorent, de troubles évidemment qu'on a ensuite à payer derrière. Donc moi je ne crois pas du tout à l'impuissance, je crois en revanche à l'absence, enfin à l'absence de volonté, ça va de soi, un peu à l'absence d'imagination aussi et à l'absence de sens. Je crois que chez un certain nombre de citoyens, chez un certain nombre de politiques, ne se pose plus assez souvent et assez clairement la question du sens. Tu sais, finalement, le bien-être collectif, on peut à peu près le penser comme le bonheur personnel. Le bonheur personnel, c'est l'intersection entre tes aspirations et tes expériences vécues. C'est pour ça que des gens finalement pourront te paraître plus heureux que toi, mais c'est simplement, alors qu'ils le ont a priori moins que toi, mais c'est parce que leurs aspirations étaient moins élevées, et donc voilà, le gap est moins élevé entre l'expérience vécue et l'aspiration. Eh bien, à l'échelle d'une société, je trouve qu'on ne se pose plus la question des aspirations, c'est-à-dire des choses désirables qu'on devrait réactualiser. Clairement, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'aspiration la plus désirable, c'était la paix, tout simplement. Depuis un certain temps, c'est plus ça qui traîne, même si j'imagine que le sujet va revenir dans la tête d'un certain nombre de gens avec le retour de la guerre en Europe, mais c'est plus ça. Mais qu'est-ce que c'est du coup? Certains combattants, certains militants, j'en fais partie, ont essayé de pousser ces dernières années des progrès en matière, par exemple, d'égalité femmes-hommes. Mais est-ce que l'aspiration à un monde égalitaire femmes-hommes a vraiment été explicitée, éclairée, rendue désirable? Ben, je ne suis pas sûre, en fait. Je ne suis pas sûre que les citoyens voient si clairement que ça en quoi ça changerait positivement, fondamentalement leur vie, un monde d'égalité femmes-hommes. Et on pourrait se dire la même chose d'ailleurs avec un monde de transition écologique, etc. Un monde d'hospitalité à l'égard de ceux qui viennent frapper à notre porte. Donc je crois que là, pour le coup, chez le politique et chez une structure comme le Pacte du pouvoir de vivre, il y a un besoin mais énorme, en travaillant avec les artistes, les romanciers, etc., de poser concrètement c'est quoi les 3-4 très belles aspirations et comment on les rend accessibles finalement au plus grand nombre. Merci beaucoup. C'est à vous. Et donc, ma tâche va être de vous donner la parole. Oui. Et ce que je vous propose, et je le dis pour les intervenants, c'est qu'on va prendre 3 questions pour essayer de faire circuler la parole le plus largement possible avant de répondre. Je vous en prie. Bonjour, du coup. Je m'appelle Rim, je voulais reprendre un peu quelque chose que vous avez dit. Je suis là. Pour moi, remettre la faute sur les réseaux est un peu trop facile. Et pour moi, il faudrait remettre la responsabilité sur les politiques et sur ce qu'ils doivent réellement faire. Parce que normalement, dans la société, c'est pas aux citoyens de lutter pour se faire entendre, mais c'est plutôt l'inverse, c'est aux politiques de représenter les citoyens. Et j'ai l'impression que justement, c'est en train de s'inverser de plus en plus, donc c'est normal qu'il y ait vraiment une cassure entre les citoyens et les politiques, et qu'ils ne se saisissent plus de toutes ces questions-là. Donc pour moi, la démocratie, on ne doit pas la réveiller, mais la ressusciter. Ensuite, je vous rejoins justement sur le fait qu'il n'y ait pas d'impuissance politique, que ce soit à eux de venir solliciter, de représenter correctement. Je vous parle de tout ça parce que je suis partie d'un collectif du coup, de jeunes qui essaient de lutter contre les discriminations raciales et la précarité de moins de 30 ans. On a écrit un petit livret de propositions de loi qu'on essaye de porter, mais ça fait quelques années maintenant et on se heurte beaucoup à des portes fermées.
Donc depuis tout à l'heure, on revient sur comment se faire entendre, etc. Mais moi, j'ai pas de réponse pour le moment. Quels sont les outils concrètement, en fait, pour qu'on ait le pouvoir entre nos mains, pour que notre parole elle soit portée, parce que c'est compliqué. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Aidez-moi. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Ouais. Juste là. On va vous donner un micro. Derrière. Oui, je voudrais revenir sur le problème de l'information, parce que monsieur Daher a parlé des régies de quartier, et c'est une chose que je connais pas du tout. Donc je suis très surpris de l'apprendre aujourd'hui, alors que j'ai l'impression de m'informer quand même pas mal sur Internet, en lisant les journaux. Donc j'ai l'impression qu'il y a, Madame Vallaud-Belkacem en a parlé aussi, de la bataille culturelle. On a un énorme problème d'information en fait. Il y a une bataille culturelle, donc ce qui se passe dans les cités, on n'est pas du tout au courant. Et il y a des choses positives qui s'y passent. Pourquoi France Télévisions a refusé les reportages que proposait M. Daher? Là, je ne comprends pas. Et enfin, peut-être que je comprends un peu, parce que si on regarde le journal télévisé de France Télévisions, il me semble que c'est le service public. Et quand je vois que M. Daher aussi met vous savez, les petites vidéos des téléphones portables que les gens filment, quand il y a un fait divers, le moindre fait divers, violent avec des gens qui se battent, M. Delahaye s'y met la vidéo. Et tout le monde a le droit de regarder ça, et ça participe à la suprématie culturelle du fait divers, du fait que la violence est de plus en plus répandue dans nos sociétés. Donc, je pense qu'on est en train de perdre, même sur le service public, la bataille culturelle. Donc ça, c'est assez inquiétant. Pour la relation entre les politiques et les citoyens, Madame Vallaud-Belkacem nous propose de nous responsabiliser, nous citoyens, par exemple sur le numérique. Je suis d'accord avec vous qu'on est responsable. Mais face à ce déferlement du libéralisme qui nous propose tout un tas de choses, d'acheter des choses sur notre téléphone, tout un tas de services, des plateformes, comment lutter, nous, en tant que citoyens tout seuls, dans notre coin, on ne peut pas lutter. Et qui devrait réguler tout ça? Je suis d'accord avec la dame qui vient de parler. C'est bien les hommes politiques. C'est quand même aux politiques de réguler, de nous protéger contre ce libéralisme marchand qui nous propose tout un tas de choses. Et il y a des services sur Internet. Maintenant, on fait tout par Internet. Donc, on est conduit tout le temps à se servir de notre téléphone. Donc, je dis chiche, vous dites en plus vous parlez du sens. Donc les politiques on attend, parce que par exemple, il y a autre chose à laquelle j'avais pensé, c'est la régulation numérique. Ça fait quand même plusieurs années que les psychiatres parlent du dégât que font les téléphones portables sur les petits déjà, et puis sur les ados, etc. Et le politique, il a mis combien de temps pour réagir? Que maintenant on parle de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Donc le politique, il met du temps à réagir, il n'ose pas, on ne sait pas pourquoi. Donc je pense qu'au niveau de l'information et de la régulation, on attend un projet de la gauche, on attend ça. Allez-y, mais donnez-nous du sang, donnez-nous de l'espoir, et puis un projet collectif vraiment qui contrebalance le projet à droite et à l'extrême droite qu'on a et qui prend de plus en plus de place. Donc, merci. Alors, troisième question là-bas pour un peu répartir, mais on reviendra après. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces prises de parole passionnantes. Juste pour rebondir toujours sur ce même sujet de merci Najat Vallaud-Belkacem d'avoir parlé de cette régulation qui me semble aussi fondamentale et essentielle. La question que je me pose et qui peut aussi faire écho à ce que vient de dire la personne d'avant, c'est que d'une certaine manière, le récit aussi qui est donné, c'est que quand on parle, nous, la gauche, aujourd'hui de régulation, c'est comme pour l'écologie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous est renvoyé finalement une sorte de message liberticide, ou en tout cas qui contraint
la liberté des gens. C'est le même sujet qu'on a aussi sur l'écologie, sur ce type. C'est le fameux discours sur l'écologie punitive, absolument dément, mais enfin qui existe et qui prend malgré tout dans la société. Et arriver aujourd'hui, quand on est la gauche, et dire il va falloir réguler les réseaux sociaux, il va falloir réguler le numérique, tout de suite ça va être la chose vers laquelle on va se trouver confronté, c'est mais vous la gauche, vous n'êtes que là-dedans. C'est-à-dire que vous ne proposez que de la régulation, des normes, des contraintes, etc. Et on sent que ce discours-là aussi, et ça revient sur le récit culturel, se réapproprier effectivement un récit culturel qui permet de reprendre sens dans la société, c'est comment on arrive à contrer cette dimension-là, qui me semble fondamentale, parce que si demain on veut retrouver justement ce qu'on disait tout à l'heure, retrouver quelque chose de désirable, comment on rend désirable une régulation? Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Merci pour cette première question, intervention. Est-ce que qui se lancer, commence à répondre? Et je vous demanderai de faire des réponses courtes pour qu'on puisse refaire circuler la parole ensuite. Najat. Je veux bien commencer, merci. Merci pour vos interventions. Juste à l'attention des deux premiers, qu'on se comprenne bien, parce que c'est étonnant, enfin c'est notable que vous ayez entendu la même chose, ça veut dire que je me suis mal exprimée. J'ai pas dit que c'était aux citoyens de se responsabiliser en matière de numérique, pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Je ne dis pas, oh là là, mais qu'est-ce qu'on est? Je me mets toujours dedans. Je ne dis pas vous déjà, je me mets toujours dedans parce que je sais très bien le temps que je passe sur le numérique. Je ne dis pas, mais qu'est-ce qu'on est bête, franchement, il suffirait vraiment qu'on se maîtrise un peu, et puis nos enfants, il suffirait qu'on leur fixe des règles, après tout. Non, en fait, moi, je suis tellement consciente, c'est un sujet sur lequel j'avoue avoir un peu travaillé, c'est pour ça que je parle en documentant les choses, je suis tellement consciente du comportement des GAFAM, que j'appelle désormais des mafias, mais vraiment, je suis tellement consciente des techniques qui sont utilisées par elles, mais pour nous aliéner, en fait. Quelqu'un a utilisé le terme d'émancipation tout à l'heure. On est en train de vivre la fin de la possibilité d'émancipation avec ces outils, parce que nous nous sommes malheureusement retrouvés entre leurs mains. Alors jusqu'à présent, on pouvait vaguement se dire oui, mais il y avait une forme de neutralité technologique, etc., enfin la fameuse neutralité, mais enfin, depuis qu'on voit Elon Musk et qu'on voit Zuckerberg, etc., que, y compris sur des petits micros-engagements qui avaient été pris, comme on va avoir des modérateurs qui vont un peu modérer, Facebook et compagnie, là, ils ont divisé par 2 le nombre de modérateurs qu'ils ont dans leurs équipes. Enfin, tout ça, c'est des blagues. Et puis, encore une fois, que ce soit Musk ou Zuckerberg, ils ont maintenant des opinions politiques, idéologiques clairement tracées et dont ils imprègnent totalement leurs outils. Et c'est ces outils-là qui nous emprisonnent à longueur de temps et qui font de nous ce qu'ils veulent. Et je vous assure que quand on creuse le truc et qu'on se rend compte qu'il existait la possibilité, qu'on reprend les conversations qui ont eu lieu dans ces différentes entreprises, qu'il existait la possibilité de valoriser mieux du contenu de meilleure qualité par rapport à du contenu trash, et que la décision consciente a été prise à ce moment-là, parce que ça rapportait plus d'argent, etc., parce que ça permettait de retenir les internautes plus longuement sur tous ces outils, et donc de vendre la présence de ces internautes sur ces outils plus chers aux marques qui laissent des pubs. Eh bien le choix a été fait, non, de survaloriser au contraire ce qui est plus trash. Bon. Donc c'est de ça qu'on parle. Et donc ça n'est pas aux citoyens que je dis mais rationnez-vous, régulez-vous et maîtrisez vos enfants. Sûrement pas. Je dis c'est la puissance publique qui est atrocement coupable d'avoir laissé s'installer ça parce qu'elle est au courant. C'est exactement comme quand on prend conscience que tel ou tel aliment ou tel produit qu'on ingère était complètement nocif et que la puissance publique en fait était au courant mais n'a rien fait. En fait, le numérique, c'est exactement ça. Donc, moi, je dis, mais vivement qu'on revienne aux responsabilités. J'ose espérer qu'on sera nombreux à gauche à se saisir sérieusement de ce sujet pour adopter des législations, évidemment, qui s'en prennent à la fois à ces acteurs-là. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on est quand même à un moment où Trump, horreur, etc., machin, l'Europe doit se positionner en alternative, avoir sa propre industrie de défense, parce qu'il est hors de question qu'on leur commande des choses.
et bien c'est l'occasion ou jamais d'avoir aussi sa propre industrie de nouvelles technologies, entreprises du numérique, et de virer tous ces gens dont on ne veut pas et qui nous font tellement de mal. Donc voilà, moi je pense que ça c'est un sujet politique qu'on devrait porter très fort, et que c'est bien le législateur et pas les citoyens. Après par contre, je suis très sensible à la question qui est posée de... En effet, quand on parle de régulation, on donne le sentiment que c'est un peu liberticide. Je suis d'accord, je crois que ça rejoint mon propos de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, régulation pourquoi? C'est régulation pour un mieux-être. Et en fait, tant qu'on n'a pas réussi à dessiner le mieux-être, les gens ne voient que la régulation / liberticide. C'est un peu comme ce que je disais sur la question d'égalité femmes-hommes. Tant qu'on n'arrive pas à dessiner à quoi ressemblerait une société faite d'égalité femmes-hommes, c'est-à-dire pas simplement faite de meilleurs sorts pour les femmes, ce qui en soi est important, mais supposons qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas, mais faite aussi, par exemple, d'une autre approche des biens communs, puisque Philippe Escola a évoqué un petit peu tout à l'heure notre rapport à l'environnement, au non-humain, etc. Je suis absolument persuadée qu'une société où les femmes ont vraiment leur place, et y compris évidemment dans les instances de décision, est une société du care, bien plus qu'une société où elles ne l'ont pas. Et le care, c'est l'attention à la fois aux autres, mais aussi à son environnement. Et c'est une société où on gagnerait ce bien-être-là. Je vous en donne un exemple, il y en aurait plein. Tant qu'on ne dessine pas à quoi ressemblerait cette société d'égalité, on ne laisse qu'une perspective, notamment aux hommes en l'occurrence, qui est que ça leur sera coûteux cette régulation, qu'ils vont y perdre. Et on ne leur laisse absolument pas voir en quoi ils vont y gagner. Donc je pense que pour le numérique, en effet, la bonne façon d'échapper à ce procès, c'est aussi de donner à voir ce qu'on fera du temps retrouvé. Waouh, on va pouvoir se reconnecter à la bande passante de nos vies au lieu d'être scotché sur la bande passante de nos téléphones. C'est quand même chouette a priori, mais il faut dessiner. Merci, moi j'aime. Oui, vas-y. Alors très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses. Sur la question des réseaux, je ne sais pas quand on parle des réseaux sociaux, il y a quelque chose qui est quand même assez difficile dans la période, c'est qu'on a besoin, mais en même temps c'est une saleté. Si vous regardez, je ne suis pas sur les réseaux sociaux et mon équipe communication m'embête depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on est moins audible, qu'on est moins visible, que donc on m'apporte moins parce que je n'y suis pas. Et comment est-ce qu'on résout cette contradiction? De la même manière, on avait lancé une initiative associative pour que les assos quittent Twitter. Voilà, il y a eu un gros papier dans le monde, on a été à 40, 50, je ne sais plus, à quitter. Bon, on est sur Blue Sky. Ça prend moins. Voilà, donc tout ça est quand même un petit peu difficile malgré tout, d'où l'importance en effet qu'il y a un cadre, en fait, qu'il y ait une régulation. Nos seules initiatives, elles ne suffisent pas à changer la donne, tellement tout ça est puissant. Sur votre question de comment... Est-ce que je peux faire juste une incise là-dessus? Je le partage avec vous parce que je pense que les gens ne le savent pas. Blue Sky, vous voyez ce que c'est? Non. Pour ceux qui voient, parce que je fais aussi partie des gens qui ont rejoint Blue Sky sans néanmoins quitter les autres, mais peu importe. Blue Sky, qui est quand même une initiative qui est très très pertinente et très intéressante pour faire un outil réseau social plus éthique, etc. En ce moment même, fait l'objet de ce qu'on appelle une procédure bâillon en justice par les équipes de Pierre-Édouard Stérin. Comprenez bien ce qui se joue, on est vraiment totalement manipulé. Parce que ces équipes, enfin voilà, évidemment idéologiquement très... Ah oui, vous connaissez Pierre-Édouard Stérin, je me demandais pourquoi vous seriez, c'est ici que la nuit du bien commun, etc. Ok, donc vous voyez de quoi je parle. Et donc, en fait, le problème c'est qu'on ne nous laisse même pas, lorsqu'on en a enfin l'occasion et les canaux, essayer d'avoir en effet des relations numériques plus éthiques et plus saines. Voilà. Alors, sur la question sur comment est-ce qu'on a des outils concrets pour avoir le pouvoir faire passer des lois, etc. C'est très difficile. C'est très difficile. Pour la petite histoire personnelle, pardon, mais je suis un peu parti. Je suis parti de la législative parce que c'est la vie, il faut partir. Mais notamment en disant c'est quand même épuisant, on est dans un secteur dont tout le monde se fout et donc personne ne nous écoute et donc on n'arrive pas à faire changer les choses, à part sur le terrain, parce qu'on est sur un sujet qui ne m'intéresse pas. Je vais aller chez Emmaüs, ça va changer la donne, on va ouvrir les portes, on va nous écouter, tout ça va changer. Et en fait non, on a beau se réunir entre assos qui ont une assise et une audience gigantesque, on ne fait pas nous changer les choses pour autant en termes législatifs, c'est hyper compliqué, on se bat. Donc le seul conseil, si je peux me permettre, c'est que c'est rien d'autre à faire que de la persévérance.
et que d'y aller tout azimut, sur les réseaux sociaux, via des relais associatifs, politiques, etc. Il faut être patient, mais vraiment, je ne crois pas que qui que ce soit est une réponse très simple à apporter à la question que vous posez, qui est importante, mais qui est malheureusement un peu frustrante aussi, sur les réponses qu'on peut avoir. Juste, je termine et on pourra continuer, pardon. Sur la question des pourquoi France Télé n'a pas pris les régies, alors parce qu'ils ont pris un truc qui était plus vendeur. Et donc en fait, on en revient à cette histoire de bien commun, etc. Est-ce que le service public de l'information doit être soumis aussi à des contraintes d'audience? Bon, il se trouve qu'ils l'ont été aussi, et que ça se voit même là sur la radio publique, toutes les radios qui commencent à faire moins d'audience, on va les couper progressivement, etc. Et ça permet de... Donc ça pose une question. Et ça me permet de rebondir sur la question que vous évoquiez, monsieur, sur les libertés. Parce qu'il y a une liberté que vous n'évoquez pas, mais qui est aussi un dogme absolument intouchable. C'est la libre entreprise, la concurrence, le libre marché. En fait. Et c'est vrai que cette liberté, elle a pris tellement de place qu'on ne peut absolument rien faire pour contrer tout ça. Alors que ce marché libre et non faussé, en fait, on sait qu'il profite aux plus puissants, et que le secteur associatif, le secteur de l'insertion, le secteur qui rentre sur des sujets lucratifs en se disant on peut porter autre chose, souvent on est contraint par des marchés publics, voilà, tout simplement, et qu'on se fait bouffer sur des marchés publics. Mais ça, c'est le libre marché. Et dernière chose sur les sur des récits. C'est vrai, ça permet d'ancrer des choses, et même chez les décideurs. J'ai appris j'ai lu dans un journal que Davos avait demandé à mettre à l'ordre du jour la question écologique et à faire venir quelqu'un qui avait écrit un roman qui s'appelle Le ministère du futur. Si jamais vous ne l'avez pas lu, c'est un auteur de science-fiction qui fait de la climate fiction, donc de la science-fiction qui se projette sur la crise climatique. Il s'appelle Kim Stanley Robinson, et en fait, donc, il a fait une fiction qui est assez impressionnante de réalité et de drame, puisque ça commence par une canicule en Inde avec 20 millions de morts. Et derrière, il regarde comment finalement le monde se saisit de cette problématique-là, mais il est trop tard. Et donc c'est ça qui a fait que Barack Obama l'a appelé, le mec de Davos l'a appelé, c'est ce récit qui a fait un peu bouger les choses. Et il y a un récit dans les cercles un peu militants comme ça, qui circule pas mal, vous avez peut-être lu, qui s'appelle Paresse pour tous. Paresse pour tous, c'est une uchronie sur il y a un candidat à la présidentielle en France qui porte comme programme qu'on travaille 5 heures par semaine. Et en fait, c'est assez bien fichu comme truc, ça marche bien, et ça fait aussi quand même rentrer dans la tête des gens que le dogme du travail absolu, de l'activité, etc. En fait, peut-être qu'il peut être cassé pour construire des contre-récits. Et comme il fait une campagne présidentielle, en fait, il essaie de construire un récit autour de ça. Et il gagne, je ne voulais pas spoiler. Je vais peut-être rebondir sur cette dernière chose. Les anthropologues ont montré que dans les sociétés extramodernes, on travaillait effectivement 2 ou 3 heures par jour pour un niveau de vie décent. J'ai fait moi-même cette expérience, j'ai fait ce genre de calcul aussi dans une société amazonienne, de la haute Amazonie. Et c'est depuis ce moment-là que je suis persuadé qu'un revenu universel est une bonne idée, c'est-à-dire qu'elle permettrait à chacun de déployer sa vie en fonction de ce qui l'intéresse, et pas simplement à la perdre, à la gagner par l'intermédiaire du salariat. Donc ça dissout l'idée du salariat en partie de l'exploitation capitaliste, et donc c'est des mesures très concrètes et très simples au fond qui seraient nécessaires et qui vont, c'est vrai, à l'encontre de toute une philosophie qui s'est développée, y compris chez les penseurs socialistes d'ailleurs, sous l'influence de Hegel au XIXe siècle, à savoir que la condition humaine se construit dans le travail de domination de la nature et par l'intermédiaire de l'investissement dans les efforts pour produire sa subsistance. On est humain parce qu'on transforme la nature et parce qu'on y consacre du temps, de l'énergie, de l'inventivité intellectuelle. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit une très bonne idée et qu'au contraire, la possibilité de travailler beaucoup moins et d'être rémunéré en quelque sorte pour mener une vie mieux remplie, c'est une bonne chose. Et ça viendrait, ce que je rejoins les remarques précédentes sur la question de la régulation.
l'une des caractéristiques de ce que j'ai appelé le naturalisme, c'est non seulement la désubjectivation des autres qu'humains, leur transformation en choses, en ressources, etc., mais c'est aussi l'hypersubjectivation des humains, c'est-à-dire l'invention de l'individualisme. Il y a des individus partout dans tous les collectifs, mais l'individualisme comme moteur de la vie sociale et comme principe de la construction de l'activité économique et philosophie politique au fond des démocraties modernes, c'est quelque chose de tout à fait original et nouveau. Et donc lutter contre cette hypertrophie de l'individualisme passe par des tas de mécanismes, et notamment celui, je pense, du revenu universel, le développement de la polyvalence, quelque chose qui, en tant qu'anthropologue aussi, m'avait beaucoup impressionné, c'est-à-dire la capacité pour chacun d'entreprendre des activités qui font, alors bien sûr, tout le monde ne peut pas faire fonctionner une centrale nucléaire ou piloter un sous-marin, mais dans les activités du quotidien, la polyvalence est quelque chose qui pourrait se développer complètement et qui permettrait d'éviter, au fond, l'émergence d'individus réputés plus compétents ou en mesure, en quelque sorte, d'influer sur la vie collective avec plus d'autorité. Donc, toutes sortes de... Là encore, au fond, c'est l'imagination qui doit commander et les récits. Hein, je suis tout à fait d'accord, les récits sont très importants. La vie sociale, elle ne peut se perpétuer que parce qu'elle est tissée par des récits. Je pense que la lutte contre certaines des caractéristiques de l'ontologie moderne, notamment contre la désubjectivation des autres qu'humains et contre l'hypersubjectivation des humains, passe par toutes sortes de petits mécanismes de ce type-là qui peuvent, dans le long terme, éventuellement provoquer des effets. Le problème, c'est dans le long terme. Merci. Alors, il reste 10 minutes. Donc je vais vous demander des questions très courtes et je vais vous demander des réponses très courtes. Je vais être très court, attendez, parce que vous êtes beaucoup. Donc là, oui. On va faire un peu femme-homme aussi, parce que... Non, on va donner la parole à une femme, s'il vous plaît, puis après on reviendra là, je donnerai la parole au monsieur. Allez-y, madame. Oui. Il faut que vous soyez plus... D'accord. Ma génération craignait l'avènement d'un système de surveillance absolue, type Big Brother is watching you. La réalité, c'est que cette machine, c'est nous qui l'alimentons en permanence. Quel est notre pouvoir de consommateur? Existe-t-il encore? Et est-ce qu'il n'est pas trop tard? Excusez-moi pour cette très pessimiste. Merci pour cette question. Donc, monsieur qui attend depuis un certain temps. Ah, merci. Il suffisait de presque rien pour que j'obtienne le micro pour vous dire quelques mots. Donc, bravo, Nadja. Revient aux responsabilités. Parce que il y a plein de pays qui se foutent carrément de la gueule de la France en ce moment. Et ils ont bien raison. Quand on voit le mec de l'Élysée qui ment manifestement dernièrement à la télé en disant que la pêche de fond, il avait tout ce qu'il faut depuis déjà bien longtemps et qu'il est interrogé maintenant au niveau judiciaire pour me dire qu'il a menti. Quand on voit le petit mec de Bétarane qui n'arrête pas de mentir et c'est le Premier ministre, bah bon. Donc, alors, votre question, monsieur. Question. Oui, non, c'est une réflexion. Non, ma question, c'est que, camarades, il est temps de réagir, et Najed et d'autres gens qui ont quand même une autre dimension, revenez vite. Bon, allez, merci le vieux vite, merci tout le monde. Merci beaucoup. Oui, on va donner la parole juste là devant. Oui, j'arrive, j'ai un micro. Oui, alors, en fait, je vais être un peu provocatrice et je m'en excuse de casser un peu ce forum qui est assez harmonieux dans la forme. Mais
je pense que le système politique est malade en fait. Il est complètement déconnecté, ça se voit des citoyens. Il ne remplit plus du tout son rôle. Et on le voit par certaines... on voit par exemple que le système politique est investi par des acteurs du monde économique. On le voit avec le gouvernement actuel, où il n'y a que le président qui est enfin un ancien d'une banque, Trump qui vient complètement du monde économique. Donc, moi, quelque part, je pense qu'il n'y a plus d'espoir sur le monde politique et que le système, le monde associatif, a un rôle important à jouer dans cette situation. Est-ce qu'il peut être, j'aimerais que le débat se passe là-dessus, plutôt que sur les perspectives sur le plan politique, c'est est-ce que le monde associatif, les représentants de la société civile qui mobilisent les citoyens, est-ce qu'elle sera capable de jouer son rôle, un rôle important, en se renouvelant? C'est-à-dire que là, on est au XXIe siècle. Est-ce qu'on ne doit pas innover, chercher des modes de mobilisation du monde associatif un peu plus performants? Merci beaucoup. Et je vais prendre une dernière question. Moi, je suis désolée, ce sera extrêmement frustrant. Allez-y, monsieur. Oui. Vraiment court, s'il vous plaît. Oui, mais ça vient un peu en complément de la question qui a été posée. En fait, réveiller, ressusciter, mais pas réinventer la démocratie, parce que j'ai le sentiment qu'on a beaucoup parlé du fond, des sujets de fond, de ce qui peut faire la démocratie. La démocratie, démos, c'est le peuple. Est-ce que la forme aussi à reconsidérer? Est-ce que à quand la sixième constitution, à quand une architecture nouvelle, des connexions entre nos députés et puis ce qu'on est, elles sont où les classes moyennes, les classes pauvres à l'Assemblée? Il n'y en a plus. Donc est-ce que vraiment ce qui nous représente, ça de quoi il parle? Je reste bloqué sur le prix de la baguette de pain ou du croissant, des petites choses comme ça. Et ça fait écho à ce que disait Madame sur le fait qu'on est dirigé par des financiers, par des gens qui font partie de castes, qui sont complètement, auxquels on est complètement étrangers. Moi, je ne sais pas ce que c'est de réfléchir en millions, en milliards, en dizaines de milliers de francs, je suis perdu. Donc est-ce que la forme n'est pas aussi considérée dans la réinvention de la démocratie? Merci. Merci pour vos questions. Alors, Najat, Philippe Tarek, vous allez avoir la lourde tâche de conclure en même temps. Voilà. Donc, je vous donne vraiment 2 minutes chacun. Ce ne sera pas plus que ça, je suis désolée. Qui veut commencer peut-être pour essayer de répondre sur comment est-ce qu'on réinvente la démocratie, puis quelle est la place de la société civile organisée dans tout ça, et est-ce que c'est pas déjà trop tard? Je sais qu'on a condensé les 3 questions, mais Philippe, peut-être 2 minutes vraiment. J'ai parlé d'expériences qui peuvent paraître très lointaines de la vie de chacun d'entre nous, puisque ça se passe dans des pays lointains, parmi des populations autochtones qui parlent des langues qui ne se composent que par quelques-uns, ou bien dans des territoires alternatifs comme les ZAD. Mais il me semble que les expériences qui sont menées dans ces endroits sont autant de stimulation pour essayer d'inventer des choses nouvelles. Je ne pense pas que c'est en renouvelant ce qui existe déjà, en essayant de le perfectionner, qu'on va changer la démocratie, mais en étant plus radical que ça. Radical, c'est vraiment la racine, c'est-à-dire en revenant à la racine de ce qui fait sens commun pour des citoyens, évidemment en transposant à des situations qui ne sont pas tout à fait les mêmes. On ne vit pas ici comme chez les Hachois, où j'ai partagé la vie pendant quelques années, ou comme on vit bien sûr à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais les formes de vie collective et le désir au fond de partager des façons de vivre en commun qui rejettent l'exploitation, la domination, qui sont fondées sur le partage, sur l'identification à des milieux de vie, sont des choses
qui peuvent essaimer au-delà des lieux où elles sont expérimentées au quotidien. Et donc j'ai grand espoir sur le fait que ce qui peut apparaître comme des marges peut en réalité se disséminer progressivement vers le cœur de la vie démocratique. Merci Philippe. Ajax, pardon, mais c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Compliqué de ne pas partager le diagnostic, honnêtement. Vraiment, depuis quelques années maintenant, non seulement on a le sentiment d'un personnel politique qui n'est pas représentatif, vous êtes plusieurs à l'avoir dit, mais surtout qui est choisi en fait pour de mauvaises raisons. En fait, c'est tout ce dont a été accompagnée l'aventure Macron depuis 2017, c'est-à-dire cette idée qu'il fallait un petit peu faire du dégagisme et aller chercher des gens différents. Alors évidemment, il y avait des côtés plaisants, on a eu facialement le sentiment que soudain il y avait un peu plus de parité, même un peu plus de diversité, on avait l'impression en tout cas. Puis après, quand on creuse, on se dit mais attends, tous ces nouveaux élus, pour la plupart en fait, ils n'ont eu aucune expérience d'engagement dans leur vie passée. Parce que l'engagement, il n'est pas que politique. Je veux dire, quand quelqu'un est vraiment, enfin, vous le savez, pour nombre d'entre vous dans cette salle, porté sur cette idée qu'il faut aller au-delà de soi-même et être utile aux autres, bah, on le fait sous forme d'engagement associatif, etc. Et là, on s'est rendu compte, en fait, en creusant un peu, que la plupart des nouveaux venus, en fait, très bien, ils étaient cadres dans leur entreprise, ce qui n'est pas mal en soi, hein, mais ils n'avaient jamais fait montre d'une appétence pour un engagement collectif. Donc, en fait, tout ça se traduit à la fin, évidemment, dans les décisions qui sont prises, sans même aller chercher tout ce qui relève d'intérêts privés qui sont plus défendus, qui sont privilégiés, etc., de lobbying divers et variés. Donc, évidemment, je comprends le désenchantement que je partage beaucoup à l'égard d'un certain personnel politique depuis quelques années. Moi, si j'en prends l'expérience que je fais depuis quelques années, franchement, c'est vrai que le monde de la société civile, de la vie associative, est un monde où d'abord je prends énormément de plaisir et de bonheur, et surtout j'ai eu le sentiment ces dernières années que c'était en effet davantage là, contre toute attente, que s'expérimenter au quotidien une certaine idée de l'universel, de l'intérêt général, justement de la sortie de soi, de la sortie de l'individualisme. Je dis contre toute attente, pas parce que c'est pas ça qu'on attend des associations, mais parce que longtemps, le discours qui pouvait opposer, disons, les partis politiques aux associations consistait à dire que du côté de la vie associative, on avait plutôt des militants radicaux sur plein de sujets, etc., qui étaient un peu jusqu'au boutistes et tout, alors que dans les formations politiques, bon an, mal an, on essayait de concilier différentes caractéristiques des populations à qui on s'adressait, donc du coup on était un peu plus dans la recherche d'un équilibre et d'une forme d'universalisme. Et en fait, ces dernières années, ça a profondément changé, parce que les partis politiques ils vivent dans le temps qui est le leur actuellement, qui est l'ère de l'ultra-radicalisation, de l'ultra-polarisation, où grosso modo ce qui vous permet d'exister médiatiquement, c'est évidemment d'avoir une parole plus brutale encore que les autres, plus sectaire d'une certaine façon, donc c'est la recherche de radicalité à tout prix, qui fait fuir finalement un certain nombre de gens qui auraient pu se retrouver dans quelques-unes des mesures défendues par le parti, mais pas dans toutes, et donc du coup, finalement, cette velléité d'universalisme, elle est devenue extrêmement compliquée à gérer du côté des partis. Et c'est du côté des associations qu'on la retrouve. D'ailleurs, un certain nombre d'associations ici pourraient en témoigner. Vous avez des gens de droite comme des gens de gauche qui viennent dans vos associations. Et pourtant, ce sont des associations que familièrement, on penserait plutôt du côté humaniste, gauche, etc. Mais non, vous avez aussi des gens de droite. Donc en fait, j'ai le sentiment que c'est dans le tissu associatif qu'on est désormais plus à même de parler plus largement aux citoyens et les embarquer plus largement dans une aventure collective que dans le milieu politique. Or, cette chose-là, elle est extraordinairement précieuse parce que l'un d'entre nous l'a dit tout à l'heure, mais l'un des grands mots dangers qui guettent notre société, c'est évidemment l'hyper-individualisme, le moment où, franchement, on ne sait plus du tout à quoi ça sert de faire des choses ensemble et de faire société. Donc, voilà, les associations sont en train de remplir ce rôle-là. Prenons conscience de sa valeur. Et
s'agissant des partis politiques, ben, du coup, regardons un peu tout ça et inspirons-nous de leur fonctionnement. Parce que qu'est-ce qui fait qu'elles arrivent à jouer ce rôle-là et à parler à des gens si différents? Par exemple, hier, j'étais dans la salle et j'écoutais la table ronde où Marie-Hélène Grard, pour ATD Quart Monde, racontait comment elle gérait ses conseils d'administration. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Elle disait, ben, comme dans le conseil d'administration d'ATD Quart Monde, nous avons notamment des représentants, disons, des exclus de tout, eh bien, ce que je fais, c'est qu'avant chaque conseil, je les appelle, les 4 personnes en question, pendant 2 heures, pour passer en revue les sujets qu'elles veulent évoquer, pour m'assurer que leur voix sera vraiment entendue au prochain conseil. J'ai trouvé ça très intéressant parce que je me disais, le jour où un parti politique comprendra qu'il y a des choses comme ça qui se font en fait dans la vie associative pour vraiment faire vivre la citoyenneté en l'occurrence, et ben peut-être qu'il progressera à son tour. Je suis trop longue, mais merci. Merci ma chef. Tarek. Oui, alors, bon, pas grand-chose. Sur le diagnostic, il y a quand même une actualité récente là, sur la démocratie malade, etc. Où parce qu'on a pas mal d'exemples, c'est souvent les mêmes sur comment le pouvoir est allé frontalement, de manière assez grossière, contre la volonté populaire. On cite souvent la Constitution de 2005, on cite souvent la réforme des retraites. Là, il y a eu la taxe sur le patrimoine, là, il y a quelques jours. C'est quand même très majoritairement voulu par les Français. Ça a même été défendu par l'ordonnateur du programme économique en chef de Macron en 2017, Jean Pisani-Ferry, et pour autant c'est bloqué par les sénateurs. Donc oui, il y a sans doute quelque chose d'institutionnel un peu compliqué. Alors que nous, dans nos petits espaces, des oasis, pour reprendre la terminologie d'Edgar Morin, c'est extraordinairement important et c'est sans doute un petit peu insuffisant et c'est surtout sans doute un petit peu fragile aussi. Au moins l'exemple américain il est pas mal parce qu'il nous alerte sur les risques potentiels, ce qui pourrait nous arriver. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais là, Greenpeace aux États-Unis a été condamné en première instance à des dommages et intérêts de 660 millions d'euros pour s'être opposé médiatiquement à la construction d'un pipeline dans le Dakota du Nord. Donc ils ont fait appel, mais si ça ne marche pas, ils vont crever. Il n'y aura plus Greenpeace aux États-Unis. Donc en fait, malgré tout, ça allume aussi des voyants qui peuvent aider à la mobilisation. Donc le combat institutionnel, il est très important, sans doute que ces 2 échelles, le petit et le haut, le national et le local, sont importantes. Surtout qu'on en a gagné des combats. On a tendance à l'oublier, mais le monde associatif a quand même gagné un certain nombre de choses. Le droit au logement opposable, ça vient du monde associatif. L'insertion par le travail, ça vient du monde associatif. Les communautés Emmaüs, ça vient du monde associatif. Le principe constitutionnel de fraternité, ça vient du monde associatif. Donc on en a gagné des combats. Et même la mobilisation de 2024 aux législatives, elle vient quand même beaucoup de la société civile et du monde associatif, qui fait qu'on est un peu passé sous le concret de l'extrême droite, heureusement. Tout ça, il ne faut pas qu'on oublie aussi ces choses-là. Mais je terminerai par un truc que vous disiez. En fait, je pose la question, qui a envie de s'engager politiquement aujourd'hui ? Quand on voit la violence de tout ça, quand on voit comment ça marche la machine médiatique, les réseaux sociaux, etc., je ne sais pas qui a envie d'aller dans ce bain-là. Voilà. Merci beaucoup.